Alors, bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast, épisode numéro 5. Cette semaine, on va parler des technologies en classe. J'ai avec moi deux amis, donc Maxime Boutin, vous l'avez reconnu peut-être, vous allez le reconnaître de la semaine dernière. Bonjour, bonjour. J'ai avec moi le ténébreux Laurent Constantin. Bonjour. Alors, cette semaine, on va parler des technologies en classe, mais avant de commencer, je vais plugger mon commanditaire de la semaine, le café Marewa Café à Saint-Hyacinthe, café bio équitable. Café Marewa tient des enseignants en éveil. Et voilà, donc Lorena, j'attends encore ta poche de café. Salut! Non, allez voir ça, ce café-là, c'est de toute beauté. Les cégepiens, vous pouvez aller étudier là, c'est un super bel endroit. Puis au pire, le soir, vous pouvez traverser l'autre côté pour aller prendre une bonne bière au Bilboquet si vous aimez la bière. De plus, j'aimerais ça aussi rappeler, je me suis fait demander qui a fait le merveilleux jingle du podcast. Vous pouvez aller voir Robin Girard Musique. Donc, je vais mettre le lien dans la description. Robin Girard, qui est un compositeur, qui fait de la musique de films, de séries télé, qui est super bon, qui m'a aidé pour faire le merveilleux jingle du podcast. Donc, allez voir ça, Robin Girard, un homme plein de talent. Cette semaine, les gars, on va parler de technologie en éducation. C'est une réalité que je pense qui est de plus en plus nécessaire, je crois, en éducation. Il faut avoir de la formation parce que ça bouge énorme. Oui, ça bouge très, très vite, on va se le dire. On va faire un tour de table. Tiens, je vais commencer avec toi, Max. Oui. C'est quoi que ça prend c'est quoi la place que ça prend pour toi, les technologies en classe? Les technologies en classe, c'est comme dans la vie des élèves. Moi, je pense que justement, c'est quelque chose qui est présent, qui est omniprésent, en fait. Donc, c'est d'amener justement l'élève à comprendre que la technologie en tant que telle, c'est plus que justement un outil pour s'informer, ça devient un outil de travail, ça devient un outil de communication. Donc, moi, je pense que les technologies sont vraiment un essentiel en classe. Puis ça reste justement à trouver le moyen de faire intégrer les technologies en classe pour s'assurer que l'élève utilise ces technologies-là à bon escient. Laurent? Les technologies, si on peut dire dans la vie de tous les jours, elles existent. Donc, nous, en classe ou à l'école en tant que telle, on n'a pas le choix, si on peut dire, de cohabiter avec ça. Les élèves connaissent plusieurs technologies, touchent à tout, si on peut dire, sont nés là-dedans, ils baignent là-dedans et on se rend compte que peut-être qu'ils ne maîtrisent pas toutes ces technologies-là. Donc, j'ai déjà dit à certains élèves, félicitations, oui, tu as un téléphone cellulaire, tu as un ordinateur, mais tu ne sais pas comment t'en servir. Donc, nous, en classe, on va être amenés, si on peut dire, à apprendre à l'élève à comment, pas juste mieux se servir, mais bien se servir d'un outil peut-être que technologique qui a un emploi quelconque. Puis également, j'ai entendu d'un autre enseignant, dans les années peut-être 80-90, l'école était à l'avant-garde des technologies, c'est-à-dire que c'est pas tous les élèves qui avaient des technologies à la maison, mais il y en avait à l'école, des laboratoires d'informatique. À l'école, on avait Internet, alors que à la maison, on n'avait pas encore. Ça, on n'avait pas. Aujourd'hui, peut-être en 2018, peut-être que c'est le contraire. Dans les écoles, on essaie de se rattraper un peu la remorque d'une technologie qui augmente vraiment beaucoup plus rapidement. Donc, c'est pour ça que, oui, l'école a quand même un certain rôle à jouer pour réguler, pour apprendre, pour faire de l'éducation à la technologie. Ouais. Là, on parle de technologie, ça implique quoi concrètement? Il y a le fameux cellulaire, mais il y a quoi d'autre aussi qui rentre quand on parle de TIC? Peut-être à savoir, toi, dans ta commission scolaire, à quoi ça ressemble maintenant? Il y a beaucoup d'argent qui est investi quand même dans l'utilisation des technologies, entre autres sur le tableau blanc interactif, là, le fameux 2012 avec Jean Charest quand il avait dit le Québec va se doter de 100 000 tableaux interactifs. Un tableau par classe. Ouais, c'est ça, là. Donc, le fameux TBI, que finalement, on se rend compte que c'est plus tellement à jour. Parce non? Toi, c'est quoi l'utilité? Si on peut faire peut-être un tour de table, toi, c'est quoi l'utilité, Marc, que tu en fais du tableau blanc interactif? Parce qu'on en a tout un dans notre classe, ou presque. Je sais que certaines classes n'en ont pas encore tout à fait, mais justement, on est confronté à ça. C'est présent, ça a été payé, ça a été installé, et c'est une installation permanente qui remplace souvent notre tableau vert. Donc, toi, comment c'est dans ta classe? Il est où? Il est situé comment? Et comment tu l'utilises? Si on parle juste du TBI, je crois que je suis un mauvais élève. Là. Honnêtement, je préfère de loin le projecteur parce que j'enseigne en éthique. Peut-être que j'ai pas beaucoup d'activités bien planifiées pour l'éthique. L'éthique, c'est sûr que c'est beaucoup de discussions, c'est des concepts, c'est à la limite de la philosophie parfois. Donc,
À l'époque que j'enseignais univers social, c'était super pertinent pour des cartes coloriées, etc. C'était super le fun. Maintenant, je préfère de loin un simple projecteur. À mon école, on a des simples projecteurs en classe, puis pour moi, ça me rend pleinement heureux. Pour le TBI en soi, je l'utilise très peu ou des fois, je vais avoir une activité dans l'année, mais pour moi, c'est pas un outil exceptionnel en éthique du moins. Je sais pas pour toi, Max. Tu l'utilises pas à sa pleine valeur. Finalement, Ouais. tu utilises ton tableau interactif comme un projecteur. Ben, j'ai des classes, j'ai des projecteurs tout simplement. Puis dans les classes où il Mais y a un tableau, que tu vas l'utiliser c'est ça. comme un projecteur. J'adapterai pas. C'est parce qu'il faut considérer aussi que j'ai 11 groupes cette année, 5 locaux. Là-dessus, j'ai des locaux qui ont un TBI, j'ai des locaux qui n'ont pas de TBI. Veux pas, je vais y aller avec ce que je peux faire. Est-ce que ça pourrait être par un peu de manque de formation, peut-être? Parce que c'est dur d'utiliser un tableau interactif pour des activités pédagogiques ou pour justement des projets ou des SAE quand on n'a pas nécessairement une formation ou on ne connaît pas peut-être toutes les options que le tableau interactif offre. Comment moi je vois ça, c'est beaucoup. Je crois qu'il y a beaucoup d'heures de préparation, beaucoup de volonté à vouloir créer du matériel pédagogique, didactique avec un TBI. Quand tu considères que ça te prend peut-être plus d'une heure pour créer une activité de 10 minutes, moi je vois qu'il y a un problème là-dedans. Faut que ça soit performant dans mon cas, faut pas que ça prenne de temps, faut que ça soit le plus efficace possible. Ça n'empêche pas que c'est pas bon mon cours, loin de là. Mais que ce soit un aide plus qu'un obstacle. C'est ça. Il y a tellement de trucs à faire des fois. Il faut quasiment que tu ailles faire de la programmation pour certaines activités. Tu sais, aller tasser un objet, puis là, tu tasses au bon endroit. Non, tu sais, j'ai pas cette vocation-là de passer des heures sur le TBI, du moins. Si on parle TBI uniquement, j'ai pas cette vocation-là. Mais Max, toi, c'est quoi la vision que tu as du TBI en classe? Le TBI en classe, moi, je vois ça plus comme un outil de référence pour l'élève. Dans le fond, s'il y a une chose qui est certaine avec le TBI, c'est que les élèves sont tous face au TBI. Ça, c'est la première chose qu'il faut prendre conscience, c'est que dans ta classe, c'est un outil qui va te servir, en fait, à un repère pour l'élève. L'élève va toujours être attiré à regarder le TBI. Fait que lorsqu'on l'utilise sous la forme de projecteur, donc projeter des notes, projeter des choses qui ont déjà été faites auparavant que l'élève doit reproduire, ben, l'élève va toujours le faire. Pourquoi? Parce que son corps est nécessairement attiré. Mais je pense que ce qui est important et ce qui est fait souvent plus au primaire, c'est de porter l'élève à utiliser cette technologie-là. Parce que souvent, le professeur est à l'avant de la classe. Ben, c'est peut-être justement le moment où il faut penser que cette technologie-là devrait être dans les mains de l'élève, que l'élève l'utilise, qu'on trouve justement des options qui peuvent permettre à l'élève d'utiliser cette technologie-là parce qu'on est conscient, puis je pense qu'on l'est tous, que l'élève va travailler dans un emploi qui n'existe pas encore aujourd'hui ou qui va demander de l'adaptation, l'utilisation de nouvelles techniques et nouvelles technologies. Alors moi, je pense que le tableau interactif, c'est une belle entrée justement à l'adaptation pour l'élève. Fait que de trouver justement des applications, trouver des projets qui permettent à l'élève d'utiliser et en fait de faire du TBI son outil de travail à lui et non le professeur qui utilise. Fait que c'est un peu ça la difficulté, je pense, qu'on rencontre avec le TBI, c'est que c'est le professeur qui l'utilise. Alors que théoriquement, ce qu'on veut, ça devrait être l'élève qui l'utilise. Oui, mais je trouve ça intéressant ce que tu dis, parce qu'en effet, moi, si je peux en venir à mon point, donc comment moi j'utilise Laurent Constantin, le TBI, là. En fait, c'est ça, c'est plus l'enseignant qui l'utilise. Je l'utilise si on a besoin de prendre des notes de cours. Moi, c'est ce qu'on appelle le TBI Smartboard qu'on a. Donc, tu peux manipuler avec tes doigts directement. Tu n'as pas nécessairement besoin d'un crayon pour l'activer, un crayon Bluetooth. Donc, ce qui est pratique, c'est que tu peux cliquer directement sur l'écran pour passer d'un écran à l'autre, pour partir une vidéo, pour donner une réponse. C'est un gros iPad. C'est un iPad géant, c'est ça exactement. Et c'est ça, c'est ce que j'utilise surtout quand je ne l'utilise pas comme un projecteur, justement, de juste projeter des choses, là, pour surligner des choses, pour entourer. Et surtout, si je veux faire prendre des notes de cours à mes élèves, bien, si tu peux écrire directement sur le tableau blanc, donc comme c'est un tableau avec une craie, mais tu n'as pas effacé ton tableau blanc. Tu peux tout simplement ouvrir une deuxième page, un onglet, continuer, ouvrir un autre onglet. Et s'il y a un élève qui, par exemple, a dit « Monsieur, moi, je viens d'arriver, j'étais absente ou j'ai manqué d'une certaine façon », mais tu peux retourner en arrière. Tu n'as pas à réécrire comme si c'était un tableau avec une craie. Tu peux juste retourner en arrière. Ben voici, par exemple, le premier écran que j'ai dessiné. Là, on est rendu au 4e écran, on suit, puis ensuite, on continuera. Donc, c'est l'utilité que je fais du tableau blanc. Et les fois, si on peut dire que j'utilise...
que je fais utiliser aux élèves le tableau blanc, c'est par exemple, je fais la révision, peu importe, ou je fais appel aux connaissances des élèves. Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un, en quelque part, je projette une carte qui pourrait me situer tel endroit. La personne lève la main, puis je dis, au lieu de juste pointer là, de où tu es assis, l'endroit sur la carte, lève-toi, je te confie le crayon et entoure toi-même la zone géographique que je recherche. Ou essaie de répondre, si par exemple je suis en mathématiques, essaie de répondre toi-même aux problèmes mathématiques. Donc peut-être qu'au secondaire, dans certaines matières, comme tu dis, l'éthique c'est plus compliqué, mais au primaire, il y a plein justement d'utilités qu'on peut retrouver et d'autres matières également, justement que ce soit les mathématiques, les sciences. Oui. Ils aiment ça parce qu'ils deviennent maîtres un peu de cette technologie-là, tu sais. Mais au contraire, moi, je pense que ça peut être utilisé justement dans des cours comme l'éthique et la culture religieuse. Parce que là, ce qu'on voit jusqu'à présent du TBI, de la manière que c'est présenté, c'est que le TBI est une source d'information pour l'élève. Que ce soit par des notes, des cartes présentées, des vidéos projetées. Ça reste une source d'information finalement. Mais peut-être que justement, le but, ce serait de faire interagir l'élève. Puis probablement que dans des cours comme l'éthique et la culture religieuse, que ce soit de faire des caouts ou juste lancer une question et de permettre d'avoir l'accès avec un autre outil technologique que l'élève aurait entre les mains, qu'on va venir voir peut-être plus tard aujourd'hui. À ce lien-là, je me reconnais plus, disons. Mais, Kahoot, je l'ai utilisé, oui, mais j'ai découvert une merveilleuse affaire que peu de mes collègues utilisent, Plickr. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi. Non, mais justement, si on peut, pour le bénéfice de nos auditeurs, expliquer qu'est-ce que Kahoot. Qu'est-ce que c'est ça que Kahoot, en plus, tu parles de Flickr vas-y, Laurent, c'est quoi ça, Kahoot? OK, je vais vous en parler. Le Kahoot, en fait, c'est un site Internet sur lequel on peut créer des quiz, des espèces de sondages, sinon, là, donc des choix de réponses. Et ça nécessite que chacune des personnes dans la classe ou dans le groupe ait son propre cellulaire ou tablette sur lequel va voir apparaître, on va dire, les 4 choix de réponse. Donc, 4 carreaux sur lesquels il va cliquer. Donc, c'est là-dessus qu'il répond, alors qu'à l'écran, il a la question. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que tout le monde a répondu à la question, une fois que le temps est écoulé, on voit au projecteur en face, donc qui a bien répondu, qui, si on peut dire, domine dans on va dire, le score, si on peut dire le classement des meilleurs. Donc, tout de suite, ça amène une rétroaction directe. Donc, la correction est faite. On sait c'est qui est meilleur, qui est plus vite, ceux qui sont plus lents. Ça peut servir en tant qu'évaluation à limite. Là, oui, parce que comme mini-test, ça peut être super pertinent. Là. Parce que j'irais peut-être plus avec la révision, par exemple. Je pense que c'est un beau projet pour réviser justement la matière en général, puis ça l'amène peut-être une notion de compétitivité et surtout une notion que le résultat final n'est pas si important que ça. Non, c'est ça, parce que moi je le vois d'un côté plus ludique, éducatif, là, pas du côté évaluation, parce que tu invites les élèves, enfin, pour une fois, tu les invites. Vous aurez le droit en classe d'avoir votre téléphone cellulaire. Ça arrive pas rarement, mais là, vous aurez droit. Vous pourrez l'utiliser. Il y a un côté ludique, mais c'est que si jamais il y a un élève qui, lui, n'en a pas de téléphone cellulaire, n'en a pas de tablette, bien, si tu fais une évaluation, bien, d'une certaine façon, tu vas le pénaliser. Donc, il faudrait que tu ailles chercher toi-même un cellulaire supplémentaire ou une tablette comme un iPad pour cet élève-là. Donc, moi, Kahoot, je l'ai utilisé peut-être quelques fois l'an dernier, d'un côté plus ludique. Moi, c'était pour introduire la matière. Mais dans le fond, c'est que je faisais, je vous pose une question. Est-ce que quelqu'un a la réponse? Voici la question. Ensuite, une fois que tout le monde avait répondu, là, je disais, est-ce que je veux que vous écriviez dans vos notes de cours là-dessus, blablabla. Donc, je vous fais noter. Une fois que tout le monde a noté là-dessus, on passe à une deuxième question. Donc, moi, c'était une façon d'introduire la matière. Donc, c'est un peu pour rendre tes notes de cours interactives. Oui, tout à fait, exactement. Moi, c'était dans le cadre de cours Monde contemporain où je parlais de l'ONU, puis toute la géopolitique internationale. Donc, des fois, ça allait chercher des connaissances, on peut dire premières de l'élève, là, ou sinon, ça lui permettait d'apprendre de nouvelles choses. Ce qui est intéressant aussi avec des trucs comme Kahoot, par exemple, c'est de faire des sondages avec les élèves. Aussi, en éthique, je fais sur les connaissances. Sans que ce soit ses connaissances, ça peut être... des valeurs. Des valeurs, entre autres. L'état d'esprit. Puis je vais me faire une passe à la bande avec, justement, Plickr. Plickr, ça ressemble beaucoup à Kahoot. Sauf que c'est le prof qui a son cellulaire en main. Les élèves, tout ce qu'ils possèdent, c'est un code QR. Chacun un code QR différent. Puis, dépendamment comment ils placent le code,
ça donne une réponse différente. Qu'est-ce que le code QR? Un code QR, c'est une image, un code barre, ouais, c'est ça. Un code barre numérique que tu scannes avec ton téléphone, puis normalement, tu vas aux toilettes, puis tu vois une publicité, puis là, tu peux scanner un code QR, ça t'amène sur un site Internet, par exemple. Ça ouvre un hyperlien qui te permet d'avoir accès à un lien Internet. Voilà. Fait que là, ce que ça fait, c'est que ça donne un lien vers l'information que les élèves t'ont envoyée. Puis, disons, moi, je fais souvent des sondages, par exemple, mettons, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Bien, pas bien, pourquoi? Tu sais, peu importe, tu te sens heureux, pas heureux. Puis là, souvent, tu peux le faire avec anonyme ou tu peux le faire de façon que tout le monde voit les réponses de tout le monde. Moi, j'aime bien le côté anonyme. Puis, oui, je comprends. par exemple, je pense en éthique, là, à la fin de l'année, sur R2, je parle de bonheur. Ben, je leur pose la question, vous sentez-vous heureux en général à l'école? Puis là, les élèves, dans leur tête, c'est que tout le monde pense comme eux, mais ils se rendent compte que il y a 6 personnes dans la classe qui se considèrent très malheureux. Oh, OK, pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça? Ou le contraire, des élèves qui aiment venir à tous les jours à l'école. Oui, c'est ça. Mais sinon, pourquoi ils aiment ça? Puis ça ouvre la porte à des discussions. Mais pour la fonctionnalité, en tant que telle, toi, avec ton téléphone cellulaire, tu poses la question, ils orientent leur feuille et toi, tu dois scanner l'ensemble des feuilles. Ça prend 3 secondes. C'est assez fluide pour que tu fais juste faire un relevé de toute la classe. En fait, j'ai mon cellulaire, je scanne leur code QR. Ils lèvent chacun leur code QR dans les airs comme ça. Je scanne toute la classe de long en large. Oui. Puis, avec une photo ce qui est intéressant, c'est que eux, à partir du site Internet qui est affiché sur mon ordinateur, qui est projeté à l'écran, bien, ils voient les réponses affichées en temps réel. Fait qu'ils font, et eux autres, à chaque fois, la réaction, c'est « Wow, c'est cool! » Parce que ton téléphone est connecté ensuite sur ton ordinateur. Oui, je suis connecté par Wi-Fi sur le site. Ben, il y a une application, puis du site Internet, c'est relié à mon compte sur mon téléphone. Puis ça se fait en temps réel, c'est super efficace. Puis il y a plein de façons de l'utiliser. Là, on pourrait pousser plus loin encore. Il y en a, je sais, qui utilisent ça carrément pour évaluer leur élève avec des mini-tests, que chaque élève a son propre compte, puis il peut suivre sa progression. Moi, je suis pas rendu là à 330 élèves. Là. Je trouve que c'est une grosse gestion. Mais c'est un genre de caout simplifié quand même pour ceux qui veulent commencer. Dans un sens, c'est beaucoup moins pire. Mais sinon, ça me fait penser un petit peu, l'utilisation, c'est pas nécessairement l'élève qui a la technologie, mais c'est l'enseignant. J'ai déjà vu aussi dans certaines classes, l'enseignant, au lieu d'être toujours devant son tableau, que ce soit un tableau blanc ou que ce soit tout simplement un projecteur, il peut se promener dans la classe, il a un iPad en main, et de son iPad, il projette, il y a le PowerPoint, on va dire, qui est projeté devant l'écran, et avec un stylet, il peut annoter ce qu'il a sur son iPad. Donc, c'est ce qui permet à l'enseignant de se déplacer dans la classe plutôt que d'être vraiment statique devant le projecteur et tout le temps avoir le petit crayon sur le projecteur. Donc, pour la gestion de classe, moi, je trouve ça utile que l'enseignant, il faut que la technologie l'aide, que ce ne soit pas juste simplement devant la classe, mais qu'il puisse se promener et interagir avec ses élèves-là. Oui, en effet. Puis ce qu'il faut falloir être conscient, puis on va en parler un peu plus tard aujourd'hui, c'est justement que l'élève, il faut être conscient qu'avec les technologies, il ne sera plus assis à son bureau, que la technologie va lui permettre de bouger. Il faut falloir justement adapter nos classes à ces technologies-là pour permettre à l'élève d'en profiter pleinement. Est-ce que vous l'utilisation du cellulaire, là, on tourne un peu autour du pot depuis tantôt, là, mais l'utilisation du cellulaire en classe, comment vous gérez ça? Ben nous, présentement, à la commission scolaire, on a une politique par rapport au cellulaire. La règle officielle est que le cellulaire n'est pas accepté en classe ou au deuxième étage, étant donné que toutes nos classes, majoritairement, sont au deuxième étage. Donc, l'élève n'a pas le droit d'amener son cellulaire en classe. Il y a de l'exception de lorsqu'il y aura activité pédagogique présentée par le professeur. Parce que effectivement, on se rend compte que le cellulaire que l'élève a entre les mains peut être un outil extraordinaire d'apprentissage. Et c'est pour ça qu'on a mis cette norme-là dans le code de vie pour dire qu'il est possible que le professeur demande à l'élève, s'il a un téléphone cellulaire ou une tablette, de l'amener en classe pour certaines activités. Moi, je trouve ça important parce que c'est ça, il y a une façon non appropriée d'utiliser le cellulaire, puis il y a une façon appropriée. Puis nous, notre façon,
c'est pas nécessairement de décourager la façon non appropriée, mais c'est plutôt d'encourager la chose appropriée. Donc, c'est-à-dire en classe, là, c'est pas d'envoyer des photos à ses amis, de texter, d'écouter de la musique, d'être distrait, mais c'est seulement justement quand on a des activités qui nécessitent sur le cellulaire-là, que ce soit faire de la recherche, ces choses-là. Donc, à l'école où je suis, c'est vraiment l'enseignant qui est maître de sa classe. Donc, tu décides toi-même de la politique dans ta classe. Donc, est-ce que tu l'autorises, est-ce que tu ne l'autorises pas? Moi, j'ai décidé que dans ma classe, le cellulaire, c'est pas juste que je veux pas le voir quand la cloche est sonnée. Tu passes le pas de la porte, ton cellulaire, il disparaît, comme tes écouteurs, tu mets ça dans tes poches, tu mets ça sur silence. Et que si je le vois, ben, je vais le prendre et je te le redonne à la fin de la période. Et si ça se répète, ben, je vais le prendre et tu iras le chercher chez la direction. Parce que je pense qu'il faut être clair au niveau de ces élèves-là. Puis on m'a déjà reproché par le passé, puis c'est pour ça que j'ai vraiment mis ça clair avec mes élèves dès le jour 1, en me disant, mais Laurent, les jeunes, dans ta classe, ils ne savent pas s'ils ont le droit ou s'ils n'ont pas le droit. Donc, c'est pour ça qu'ils ont des comportements un peu confus ou distraits. Moi, ça fait 3 ans, là, j'ai mis ça en place. J'ai commencé à mettre une espèce de contrat dès le premier cours de l'année. Je leur fais signer un contrat que eux le signent, mais leurs parents aussi le signent. En gros, c'est la règle dans l'école, c'est que tu n'as pas le droit d'avoir ton cellulaire en classe, comme ce que j'ai compris avec vous autres ici. Nonobstant, c'est possible qu'un moment donné, l'enseignant décide de faire une activité, whatever, avec le téléphone. À ce moment-là, tu t'engages à respecter les règles. Donc, pas de réseaux sociaux, pas de textos, etc. Tu dois faire la tâche demandée. Puis, avec ça, une fois que la tâche est demandée, ben, tu fais ce que tu as à faire. Si je te vois faire d'autres choses que pas rapport, ben, tu t'es engagé et tu as signé le contrat et tes parents ont signé le contrat que l'enseignant a le droit de prendre ton téléphone pour la journée, puis tes parents devront le chercher. Puis les élèves sont d'accord avec ce principe-là. Je leur dis, le téléphone, le but, c'est pas de vous empêcher de l'utiliser. C'est un super bel outil, mais vous savez pas comment l'utiliser. Pour vous, ça sert juste à vous faire des égaux portraits. Il y a plus que ça avec ça quand même. Oui, tout à fait. Oui, puis si tu mets les règles claires en partant, les élèves désirent ça, en fait, avoir une clarté dans les règlements. Fait que si toi, tu l'offres, c'est certain que c'est très difficile d'être contre la chose pour l'élève. Ça m'est déjà arrivé aussi des élèves, projet pas rapport à un moment donné, puis fallait qu'il y avait besoin de quelque chose qui était sur Internet pour une information. Puis ils viennent me voir, monsieur, puis-je utiliser mon téléphone, je ferai ça, ça, ça. Je dis, tu connais les règles, absolument, puis je vais vous montrer ce que j'ai fait après. Fait au moment que tu es transparent avec l'élève, au moment que tu es clair avec, lui-même va embarquer là-dedans, puis il va vouloir l'essayer. Puis moi, à date, j'ai pas eu une mauvaise surprise. Je pense que j'ai confisqué une fois un téléphone en 3 ans avec ce principe-là. Puis l'élève, c'est parce qu'il avait reçu un Snapchat, puis ça a fait ding, ding, ding dans la classe. Je l'ai regardé, j'ai tendu la main, elle a dit « Ah oui, j'ai compris ». Puis, tu sais, elle s'est pas obstinée. Donc, je crois profondément à ce principe-là. Mais ça avait déjà arrivé dans le passé, une élève m'avait fait à croire que son père avait le cancer à l'hôpital parce qu'elle avait reçu un texto, puis elle voulait garder son sel, puis elle pouvait pas s'en passer. Ça, c'est terrible, là. Je veux dire, il y a un problème, là, mais... Quand c'est clair, c'est clair. Oui, à écouter l'épisode probablement sur justement la dépendance, la cyberdépendance. Mais sinon, c'est quoi l'utilisation que vous faites de vos des téléphones? Tu m'as dit pour la recherche, parce que moi aussi, des fois ça va arriver, je dis pour le prochain cours, malheureusement, je sais pas, il y a un laboratoire informatique qui n'est pas disponible, j'aurais voulu réserver, c'est une période qu'on voulait faire de la recherche. Donc, amenez votre propre ordinateur si vous en avez de la maison. Si vous n'en avez pas, je vous autorise spécialement aujourd'hui d'utiliser votre téléphone cellulaire pour faire de la recherche. Pas pour écouter de la musique, pas pour envoyer des photos à vos amis ou leur texter, mais pour faire de la recherche. Puis, généralement, les élèves, ils savent que c'est pour faire la recherche. Mais sinon, quelle autre utilisation, les gars, vous faites du cellulaire en classe? Nous, à l'école secondaire, on a fait un projet avec une professeure en univers social, secondaire 1 et 2. C'est l'utilisation du téléphone cellulaire pour de la réalité virtuelle. Ah, OK. Alors, c'est pas bien compliqué. La professeure amenait les élèves dans un environnement virtuel dans des forêts de l'Amazonie pour voir la différence entre les différentes forêts en géographie secondaire 1, je crois, là, pour être certain, 1 ou 2. Ils doivent justement voir le territoire forestier et une manière de rendre la matière concrète, c'est d'aller visiter ces forêts-là puis de déterminer les différences entre chacune des forêts. Donc, il y avait une visite justement de la forêt amazonienne, il y avait une visite aussi de la forêt boréale. Donc, ça permettait justement à l'élève
virtuellement d'aller visiter ces forêts-là pour déterminer les différences entre chacune des forêts. Fait que ça, c'est un des projets qu'on peut faire avec justement des téléphones cellulaires. Visiter des églises, entre autres, en réalité virtuelle, en éthique, là, Oui. les cathédrales. La Sagrada Familia. Je suis pas sûr de comprendre, les gars. Oui, tu as ton cellulaire, mais chaque élève a un casque, si on peut dire. Le gouvernement Oui. fédéral, l'année passée, pour fêter... Le 150e. Oui, voilà, Ouais, il a ouais, envoyé ouais. des petites boîtes de carton que tu pouvais mettre ton téléphone dedans pour Ouais. utiliser comme un casque de réalité virtuelle. Ça vaut ce que ça vaut, mais ça marchait quand Donc, même. finalement, vous l'utilisez pour d'autres utilités que le gouvernement avait envoyé ces boîtes-là, je comprends bien. Vous l'utilisez Non, vous utilisez la petite boîte, puis ce que le gouvernement a fait, c'est peut-être bien, mais il y a tout plein d'autres activités de réalité virtuelle qu'on peut faire avec... Il faut les chercher ces quand même, casques-là. là, ces Oui, activités-là. mais il y a une application extraordinaire qui s'appelle Google Expédition, qui est justement un tour guidé fait par le professeur d'un lien en réalité virtuelle. Fait que par exemple, je sais pas, je demande à mes élèves de faire, on parlait du code QR un peu plus tôt, l'élève doit scanner le code QR, ça l'amène sur l'hyperlien de ma classe Expédition, et on est au Machu Picchu. Donc là, on est présentement au sommet du Machu Picchu, Wow. et moi, avec mon iPad, par exemple, je peux aller cliquer sur certains aspects à voir dans la réalité virtuelle. Fait que, par exemple, je présente la maison au sommet du Machu Picchu. Fait que là, de plus, mes élèves, je sais à quel moment ils visionnent. OK, c'est une Cette- réalité virtuelle comme dirigée. Oui, Si on dirigé peut dire, exactement par comme un tour l'enseignant. guidé. OK. Et je peux Wow. pointer certaines images dans ma réalité virtuelle. Et les élèves, en se tournant vers cette image-là, je peux voir le nombre d'élèves qui visualisent ce que j'ai Donc, demandé. regardez tous vers la gauche. Oui, regardez OK. tous à gauche, par exemple. Ici, on a justement un temple. Alors, l'élève, je peux savoir exactement s'il est capable de voir et suivre ma visite. Fait que, il y a quand même un certain contrôle parce que souvent, l'Internet et, comme on dit, les technologies, c'est très vaste et l'élève Ouais. peut se perdre rapidement, mais il y a quand même un certain contrôle qui permet à l'élève de comprendre l'apprentissage à faire à travers cette technologie-là. Et tout ça, tu as réussi à bien intégrer ça dans ta classe ou tu réalises que c'est vraiment beaucoup de planification, donc je l'ai essayé une fois, puis la prochaine, peut-être. Ben, moi, je trouve que c'est toujours comme commencer une nouvelle matière ou commencer un nouveau niveau qu'on n'a jamais enseigné auparavant. Ça demande une préparation, mais si on connaît déjà la progression des apprentissages et ce qui doit être vu au programme, souvent, c'est plus facilitant à intégrer à l'intérieur d'un projet comme ça. Mais oui, il faut avoir la volonté de comprendre que l'installation peut prendre un peu plus de temps, parce que Ouais, nécessairement, il faut s'assurer que tous les téléphones sont connectés, que tout le monde soit présent, que le réseau soit assez fort. Ça demande quand même, pour l'instant, à l'école, un peu plus de préparation, mais pas tant que ça. Je suis pas prêt à dire que c'est un obstacle à l'apprentissage. OK. D'accord. Et à l'époque, j'étais à l'université, j'avais créé un projet en lien avec Twitter aussi, l'utilisation de Twitter en classe. Ça peut être quand même pertinent avec un cellulaire, avec des élèves du deuxième cycle. Juste l'utilisation de mots-clics pour générer, par exemple, des débats ou partager des textes ou Twitter, des je l'avais opinions. déjà essayé là, dans une autre vie, si on peut dire. J'avais fait du français langue seconde. Là. J'enseignais à des anglophones qui venaient de l'Ontario, de la Colombie-Britannique, par exemple, le français. Et j'ai fait un atelier d'environ peut-être une heure et demie sur, si on peut dire, je leur posais des questions et je leur demandais, répondez en 140 caractères, justement, Ok. sur Twitter. Donc, il y avait cette contrainte-là, si on peut dire, de texte. Puis oui, ils pouvaient justement rajouter des mots-clics, comme on dit, des hashtags. Là. Donc, oui, ça peut être un exercice qui est utile. Puis comme tu dis, peut-être dans d'autres matières où tu demandes aux gens de réagir ensuite. Donc, une interaction par les réseaux sociaux. Donc, oui, des réseaux sociaux, je pense que ça peut être quelque chose qui peut être utilisé en technologie également. Particulièrement pour la méthodologie. Là. On n'a pas parlé encore, on va en parler avec les élèves et la technologie, justement, mais on va se rendre compte que la méthodologie peut passer parfois par des exercices avec les réseaux sociaux. La recherche est convaincue. En lien avec ça, dans la formation des enseignants, considérez-vous que les profs sont formés pour utiliser les technologies qu'on propose aux enseignants, justement, en classe? Vas-y, Max. Oui, ben malheureusement, non. Est-ce que c'est la faute de l'université et de la formation? Pour l'instant, je ne crois pas. Parce que malheureusement, les professeurs qui enseignent à cette période-ci, c'est des gens, dans le fond, qui sont des baby boomers, souvent, là, qui sont rendus à des stades d'enseignement universitaire. Donc, nécessairement, ils n'ont peut-être pas non plus toute la connaissance. Et on va parler probablement plus tard dans un autre balado de la formation continue des enseignants. Mais c'est la même chose pour les professeurs universitaires. La formation continue des technologies va tellement rapidement qu'il est possible que les professeurs ne puissent pas se préparer à l'avenir des technologies en classe. C'est peut-être ça qu'on a vécu justement à l'université.
mais dans le sens qu'on a un cours qui s'appelle Utilisation technologique en enseignement et on se rend compte que l'enseignant qui nous enseigne ça, il est déjà dépassé, si on peut dire, on en connaît plus que lui, ou du moins il nous montre des choses qui sont inutiles. Qui ne nous serviront jamais en enseignement. On va faire du montage sonore. Je vais vous apprendre c'est quoi le binaire. Du PowerPoint, non, c'est ça. Peut-être pas une approche appropriée ou comme moi je l'ai peut-être vécu, là, utiliser des logiciels comme Active Inspire pour pas les Smartboard, mais l'autre compagnie. Là, c'est l'autre. ActiveBoard. C'est ça. C'est un logiciel qui était déjà dépassé, qui est un peu comme un PowerPoint, mais qui s'est jamais mis à jour. Donc, finalement, on se rend compte que oui, on a un cours sur la technologie à l'université. C'est un 3 crédits, donc 45 heures, mais qui n'est pas approprié ou qu'on ne nous demande pas vraiment de nous dépasser. Finalement, c'est peut-être un problème du fait qu'on devrait avoir des professionnels, des technologies en éducation à l'université pour enseigner aux futurs enseignants. Là. Oui, c'est un point qui est tout à fait valable, mais pour être dans le niveau des technologies, je me rends compte que c'est une chose qui évolue tellement rapidement, puis à des niveaux différents selon les gens qui les utilisent. Par exemple, je pense que en sortant de l'université, j'avais probablement les mêmes connaissances que vous, mais en poussant peut-être plus de mon côté, je me rends compte que probablement j'ai réussi à pousser plus que d'autres enseignants. Fait que je pense que la technologie est tellement vaste que c'est difficile, c'est pas pour défendre les universités, parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir probablement des gens en technologie, en programmation, qui pourraient peut-être mieux nous diriger. Et qui seraient à l'avant-garde aussi, c'est oui, ça? Parce qu'on demande toujours à l'éducation d'être dans l'avant-garde, mais on se rend compte qu'on est peut-être toujours un peu en queue de peloton, justement, parce qu'on n'est pas capable de suivre la cadence de la technologie, et pourtant c'est une demande qui est faite, qu'on soit toujours à l'avant-garde. Mais effectivement, la formation des maîtres va être à modifier probablement, surtout au niveau des technologies. Est-ce que ça veut dire peut-être passer par un autre domaine? Parce que là, c'est des sciences de l'éducation. Peut-être les sciences de l'informatique et des mathématiques pourraient nous préparer mieux, adéquatement, justement, à ces technologies-là. Entre autres, sur le fameux blackout du système, parfois, ça peut bugger. On peut être parfois dépourvu quand ce système-là lâche. Il faut juste penser justement que nos présences se prennent sur Internet. Des fois, on a des vidéos, on a beaucoup d'informations. Oui. On a un ami en commun que dans sa commission scolaire, ils ont été piratés. Ça fait des semaines qu'ils n'ont pas accès à Internet, ils n'ont pas accès aux ordinateurs. Ils n'ont même pas accès à leur dossier personnel. Leur imprimante même pour imprimer les choses. Est-ce que c'est une limite concrète de... C'est là que ça s'arrête, les technologies, à un moment donné, le fait qu'on est parfois impuissant face aux aléas de l'informatique. Il faut toujours se trouver un plan B, je pense, quand on enseigne, parce que même moi, sans parler de blackout, tu arrives un matin, ton ordinateur fait des siennes, ne veut pas démarrer, tu n'as pas le technicien qui est toujours là, qui veut régler, ou un projecteur qui, faut que tu changes la lampe, ne fonctionne plus. Tu sais, moi, l'exemple de l'ordinateur qui ne démarre pas, il y a une mise à jour à faire. Puis là, tes élèves arrivent en classe, la cloche sonne. C'est comme, je suis désolé, il faut que je prenne mes présences, mais l'ordinateur ne veut pas. Ensuite, il faut que j'ouvre le programme sur lequel est tout le cours que je voulais donner, les vidéos aussi. Donc, tout est sur Internet, tout est sur l'ordinateur. Donc, parfois, c'est ça qui peut nous paralyser, que si on est complètement 100% dépendant de l'ordinateur, des technologies, et que ça plante, ça ne fonctionne pas ce jour-là, il ne faut pas que tu aies l'air fou. Il faut que tu aies vraiment un plan B, que tu puisses être capable de... The show must go on. Là. Oui, voilà, c'est ça en enseignement. Tu as 1h15, là, bien souvent. Faut que ça continue. Il ne faut pas que tu sois paralysé du fait que les technologies, ce jour-là, ne veulent pas fonctionner. Oui, effectivement, c'est un bon point. Puis en même temps, est-ce que ça veut dire peut-être que les écoles devraient avoir des techniciens en informatique dans chacune des écoles? Parce il y en a, normalement, je veux dire. Mais des fois, ils ne sont pas à 100% du temps, là, mais oui. C'est très rare dans les petites écoles secondaires qu'il y ait un technicien en informatique. On va avoir des techniciens en laboratoire pour les sciences, mais des techniciens en informatique qui sont présents 5 jours semaine, c'est plutôt rare dans mon cas. Okay. Puis même, je ne sais pas si c'est dans les commissions scolaires, premièrement, je pense que les techniciens siègent pas à l'école en tant que telle, mais à la commission scolaire, donc ils peuvent se promener d'un endroit à l'autre. J'ai la chance, c'est ça, moi, à l'école où je suis, il y a un technicien d'informatique qui est là pratiquement 100% du temps, mais il ne travaille pas pour l'école, il travaille pour la commission scolaire et son bureau. C'est une compagnie indépendante, je crois, qui sont embauchés par la commission scolaire, si je me trompe pas. Ça, je m'avancerai pas, je ne pourrais pas dire. Il faut faire comme parfois des appréciations du service qu'on a reçu.
puis c'est une compagnie extérieure. Oui, c'est ça. Faut qu'il puisse justifier ses heures. Là. Donc, c'est pour ça, tu sais, souvent, ça fonctionne. On peut pas juste arrêter à son bureau en disant « Hey, allô, cher technicien, pour pas le nommer, là, j'aurais besoin d'aide pour faire telle chose. » Il faut vraiment passer par une requête informatique. Qui va à la commission scolaire, qui va par la suite au technicien qui est présent en classe. Parfois, c'est 3/4 des profs en début d'année, c'est j'arrive pas à telle affaire ou j'ai un bug. Souvent, pour eux, c'est de la petite gomme, mais ça m'est déjà arrivé à avoir un gros problème que j'avais pas accès à telle affaire. Ça avait pris un bon 2 semaines quand même que tu peux pas avoir accès à tes plans de classe, t'as pas accès à ci, à ça. Là, c'est OK, je vais trouver une solution. C'est vrai aussi qu'en enseignant, des fois, on est limité. Oui, on peut accéder aux ordinateurs, au site Internet, mais si tu veux installer un nouveau module ou un logiciel pour faire quelque chose de plus, tu as besoin d'un mot de passe. Un code administrateur, souvent, oui. Puis ça, c'est la limitation que le professeur a. Là. Je l'ai vécu parfois, effectivement. Donc, effectivement, je pense que le fait que l'enseignant n'a peut-être pas toutes les connaissances posées et surtout tous les accès possibles peut limiter. Mais je peux comprendre la limitation pour pas qu'il y ait de virus, pour qu'on se trouve justement comme à la commission scolaire ou qu'il y a justement un problème informatique. C'est maintenant l'heure de la question rock and roll. Est-ce qu'on devrait débloquer Facebook dans les écoles? Oh! C'était vraiment une bonne question. Ben, je peux te dire, j'ai travaillé dans certaines commissions scolaires où c'était déjà débloqué, donc pour moi, c'était pas un problème. Je veux dire, pour l'enseignant. L'enseignant pouvait avoir accès à Facebook parce qu'il y a des directions, des commissions scolaires. La première, qui étaient peut-être juste pas conscientisés, donc ils n'ont jamais bloqué, ou qui étaient conscientisés et ils se sont dit, ben les enseignants... Ils l'ont démonisé carrément. On dit, ben les enseignants, on en a besoin pour s'échanger des informations entre collègues ou se créer des groupes Facebook. Tu sais, je sais qu'il y a certains enseignants qui se sont créés des personnalités professionnelles, donc ils ont leur page personnelle Facebook et ils ont leur page enseignant professionnel. Je sais qu'en même temps, il y a certains enseignants qui n'ont pas réussi à faire les deux. Puis finalement, bon, c'est peut-être un petit problème éthique. Ils ont des amis, vraiment amis sur Facebook, sont amis avec leurs élèves. On pourra reparler du côté éthique par la suite. Mais si on peut le débloquer, là, je suis dans une école qui c'est depuis cet automne que Facebook est débloqué, mais il fallait passer une formation. C'est ça, en disant, ah oui, c'est vrai, on va vous apprendre à vous servir de Facebook. Mais en même temps, ce ne sera pas une formation pratique, juste une formation éthique. Et bon, ben, comme jeune enseignant qui baigne là-dedans, là, les réseaux sociaux, j'avais pas du tout besoin de cette formation-là, mais des gens peut-être plus âgés de 50 ans en disant, ben moi, j'aime la formation, merci, puis j'aimerais savoir comment me servir des réseaux sociaux. Mais si tu ne sais pas t'en servir, peut-être que tu ne sers-toi-en juste pas de toute façon des réseaux sociaux. Mais si ta question, c'est faut-il débloquer Facebook pour les élèves, ma réponse, c'est non. La question est toujours, est-ce que c'est sur les postes de travail ou je ne sais pas si vos élèves ont accès au Wi-Fi à l'intérieur de votre école? Oui, mais sur les Wi-Fi... le Facebook est bloqué. Ouais, voilà. Mais pour les ordi enseignants, depuis cette année, c'est débloqué dans notre commission scolaire, Max. Voilà. Ben, effectivement, moi, dans ma commission scolaire, les élèves sur les postes de travail ou qu'il doit y avoir du travail qui est fait, le Facebook est bloqué. Mais je sais que sur les téléphones cellulaires, l'application Facebook en total n'est pas bloquée. C'est l'inverse. OK. Oui, effectivement. Fait que là, la question est pourquoi le bloquer si les élèves ont accès? Fait qu'on est dans une autre situation, effectivement. Et si on parle d'autres réseaux sociaux, je sais que certaines commissions scolaires vont bloquer Facebook, mais ne vont pas bloquer Instagram ou d'autres réseaux sociaux, peu importe. AskFM. Qu'est-ce que AskFM? AskFM est un réseau social où on pose des questions anonymes à quelqu'un et elle répond publiquement. OK, d'accord. Bon. Ça peut donner des dérives au niveau de la cyberintimidation, qui pourrait être le sujet d'un prochain podcast. Mais moi, personnellement, ça fait plusieurs années que... ça fait 2 ans que j'ai pas eu... que j'ai débloqué... que j'ai supprimé mon compte Facebook. Oui, c'est vrai. Pour des raisons de vie privée, vie professionnelle. Tu te rends compte que tu n'as pas besoin de ça dans ta vie. Là. C'est une distraction. C'est ça. Puis, pour plein de raisons. Puis là, dernièrement, avec le podcast, justement, j'ai dû créer une page Facebook parce que je suis quand même pas dur. Je voudrais avoir un peu de gens qui écoutent. Mais d'un point de vue professionnel, toi, Laurent, je sais pas comment tu vois ça, mais un prof qui parle avec ses élèves, est-ce que c'était pour ça? Je sais qu'il y a certains de mes collègues, Jean-Benoît, qui vient souvent au podcast, lui, il communique exclusivement avec les parents des classes team
à partir de Facebook ou essentiellement à partir de Facebook. OK. Parce que pour lui, c'est là qu'on les rejoint. Ouais, ben moi, je privilégie les voies officielles, c'est-à-dire vraiment contacter les parents par courriel. J'aimerais pouvoir contacter les élèves également par courriel, parce qu'ils ont tous les élèves un compte, si on peut dire, Office, si on peut dire, d'école. Là. Donc, ils ont un compte officiel vraiment d'école. Donc, j'utilise les voies officielles. Le problème, c'est justement, comme tu le dis, peut-être certains parents, oui, en 2018, certains parents n'ont pas d'adresse courriel, ou certains parents en ont une, mais ne la consultent pas. Donc, comme tu dis, peut-être que ça peut être intéressant d'aller les contacter là où on peut. Anciennement, tu sais, si on peut dire, les enseignants contactaient les parents par téléphone. On est peut-être d'une génération, nous les gars, où le téléphone, c'est pas vraiment ce qu'on privilégie. Donc, appeler les parents le soir, surtout, bon, tu les appelles dans le jour, tu vas rejoindre personne. Prendre du temps en soirée pour appeler des parents, ça ne nous intéresse pas, donc on va privilégier le courriel. Là, les courriels ne sont pas nécessairement consultés, on ne répond pas, il manque de rétroaction, de feedback. Donc, est-ce qu'on contacterait les parents d'élèves sur Messenger? Ouf, je suis pas encore rendu là. Non, vraiment pas. Hein? Mais de plus en plus, il y a des compagnies qui se situent sur Messenger. Là, j'ai ouvert tantôt, puis j'ai vu justement RAD qu'on parlait plus tôt avec Max dans un autre podcast où justement telle compagnie, on peut commencer. Puis oui, j'ai même vu une pub genre banque, je sais pas quoi, que tu peux contacter par Messenger à cette heure. Oui. C'est quelque chose quand même. Je l'ai déjà fait, moi, personnellement. Est-ce que c'est intrusif? Je l'ai déjà fait personnellement pour porter plainte contre une compagnie en disant j'ai reçu un mauvais service. Au lieu d'appeler la compagnie ou d'envoyer un courriel à la compagnie, ben, envoyer un message Messenger, ben, bonjour, j'ai eu un mauvais service ou j'ai acheté quelque chose, je ne suis pas satisfait. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait vraiment du service à la clientèle virtuelle? Ben, c'est sûr que être enseignant, c'est pas du service à la clientèle, là. On peut faire un bon suivi, mais il faudrait vraiment créer un Facebook professionnel. Donc, j'ai une page Laurent Constantin Pro, si on peut dire, ou Laurent Constantin Enseignant, où je fais contact, où je contacte les parents. Mais je trouve que la barrière, si on peut dire, entre vie professionnelle et vie privée sur les réseaux sociaux comme ça est pas assez étanche. Donc, c'est pour ça que je suis pas encore prêt vraiment à prendre cet axe-là. Oui, effectivement. Tout dépend de la situation. Je pense à des programmes spécialisés comme les programmes de hockey, par exemple, pour rejoindre l'ensemble des parents par rapport à un tournoi qui s'en vient, les dates de départ ou les heures. Je pense qu'un groupe Facebook peut faire le travail dans ces cas-là. Mais effectivement, pour ce qui est de la transmission peut-être d'informations académiques, d'un individu à l'autre, la transmission de comportement, c'est vrai qu'il faudrait peut-être aller vers quelque chose qui est plus professionnel que Facebook. Mais pour la transmission d'informations, c'est pas pour rien que les écoles commencent à avoir des pages Facebook. C'est le meilleur moyen pour rejoindre un maximum de personnes sans être intrusif, comme avoir un courriel qui n'est pas répondu. Je fais peut-être vieux jeu encore là-dessus, là, mais j'essaie de renseigner le plus possible mes élèves. T'sais, on parle d'éduquer les jeunes, comment utiliser la technologie, mais aussi, je vais parler de citoyenneté web, je vais parler de comment être éthique sur les réseaux sociaux. Puis ça, je pense que ça rentre autant dans l'utilisation des technologies, parce que oui, les élèves, il va y avoir de la dérive parfois, puis en éthique, là, tout ce qui est cyberintimidation, usage des technologies qu'on pourrait qualifier d'illégal, puis là, on peut voir plein de choses à travers ça. Je crois qu'il y a quand même beaucoup d'éducation qui doit se faire là-dessus. Puis comment l'utiliser, comment être mature là-dessus, puis justement, c'est de parler de l'aspect légal avec les élèves, c'est notre responsabilité. Il y a 20 ans, je ne suis pas sûr que mon enseignant il m'aurait pris le temps prendre 3-4 cours pour parler justement du comportement adéquat à avoir en classe. Non, c'est sûr, parce qu'on était plus dans l'éducation pratique. Donc, voici un logiciel, apprends comment utiliser le logiciel, alors que maintenant, tu dois dire, voici comment apprendre à utiliser tel site, tel réseau social, et comment bien l'utiliser de manière éthique, parce qu'il y a des interactions qui se font avec d'autres personnes. Et il faut surtout rappeler souvent à l'élève ce que tu fais sur les réseaux sociaux, que tu le veuilles ou non, ça peut laisser des traces permanentes. À vie. L'image que tu envoies sur Snapchat, ben, t'auras beau me dire ça va se disparaître après 5 secondes. Sur un serveur quelconque en Californie, peu importe,
ça ne s'efface pas, ça va rester, ça va laisser des traces permanentes. Et c'est pour ça que justement des entreprises comme Snapchat sont capables de ressortir des photos un an plus tard en disant on va faire la revue de l'année. Ah oui, exact. Attends, c'était fou. pas Ça. une photo qui était justement temporaire de 5 Ouais. secondes. Tu es capable de me faire une revue de tout ça un an plus tard. Il y a des doutes qu'on peut. Donc, il faut avoir un doute éthique envers notre propre pratique, mais un doute éthique aussi envers chacun de ces réseaux sociaux-là. Et c'est pas aussi étranger au fait que Facebook subit plusieurs procès, que ce soit en Amérique ou en Europe, sur les violations de la vie privée. Donc, qui utilisent vos données personnelles et qui les vend à des compagnies privées ou l'utilisent à son propre bénéfice. Donc, La vie virtuelle est réelle. Il ne faut pas penser que c'est une vie qui n'existe pas ou qui n'est pas tangible. Au contraire, comme vous avez dit, des informations ne font que s'accumuler sur Internet. Pour les élèves, mettre une photo sur Facebook, là, puis, surtout au premier cycle, c'est les éduquer en disant, c'est public. C'est la même chose que je vais aller chercher toutes vos photos puis vos commentaires que vous avez mis sur Facebook. Je vais aller au centre d'achat, là. Je vais tout faire imprimer ça, puis je vais donner ça à monsieur, madame, tout le monde. Puis c'est le même concept. Donc, souvent, cette image-là, ça les frappe, puis ils repensent à ce qu'ils ont publié, à ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait, puis ils se font « Oh, OK, non, il y a peut-être un petit problème ici. » Hey, les gars, je dirais que c'était un bon podcast, ça. Yeah! Pas pire. Pas pire. Hey, merci beaucoup, Laurent. Ça fait plaisir! Merci beaucoup, Max. Hey, toujours un plaisir. Au plaisir de se revoir. Pour vous, chers auditeurs du podcast, vous pouvez toujours retrouver nos balados sur baladoquebec.ca et sur YouTube, les profs podcasts. Éventuellement, j'espère encore pouvoir, je me répète, c'est pas encore arrivé sur iTunes. Je vais faire mon gros possible pour le mettre aussi sur Google Play Music. Je crois que je peux le mettre là-dessus, Spotify peut-être. Si vous avez des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas. Partagez, s'il vous plaît. Je ne vous supplie pas quand même, mais partagez. C'est intéressant de pouvoir parler de notre belle profession, des enjeux. Si vous avez des suggestions de sujets aussi, ça va me faire plaisir de les tenir en compte. Puis si c'est possible, on va en parler. Et même des questions des parents, des enseignants et autres. C'est pas juste pour les profs, là, on s'entend, c'est pour tout le monde. Démocratiser notre profession. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. Salut!